Honneur, respect mes amours. J'espère que vous ne vous êtes pas trop énervés avec les élections états-uniennes et j'espère aussi que je vous ai manqué également. Alors, un plaisir d'être là avec vous pour une autre émission sur la chaîne Manzé Black. Aujourd'hui, nous allons malheureusement parler de guerre. La guerre qui est le nœud de l'existence humaine car les conflits humains ont toujours existé. On ne va pas citer des noms de certains pays, mais on sait qu'avec le temps, certains pays se sont dirigés vers une expertise de guerre, et ceci à tous les niveaux, en termes de munitions, en termes de dépenses budgétaires faramineux pour maintenir des guerres ou pour en créer des guerres. Comme on sait, ce dicton, on le dit souvent, la guerre, il est plus facile de la faire que de travailler sur la paix. Ça, c'est notre réalité. Alors, ce qui se passe réellement, c'est que on a pu assister à tous ces simagrées où certaines personnes, certains pays ont mené une campagne de manipulation des masses pour pouvoir amener certains pays dans ce siècle-ci à certaines guerres qui, on le voit, ont des lourdes conséquences sur les individus. Aujourd'hui, nous n'allons pas vraiment prendre une posture palémologique, c'est-à-dire pour analyser vraiment en profondeur les causes des conflits et leurs conséquences, parce que sinon, comme vous voyez, ce siècle est vraiment pavé de guerres inutiles, dirons-nous, mais pour les personnes qui en profitent, eh bien, ce sont des guerres nécessaires parce que cela leur permet à développer, à accroître leurs profits à travers ce monde-ci. Donc, la guerre, comme disait Carl von Clausewitz, la guerre est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Donc, ce qui veut dire clairement que on commence déjà par un conflit, un sujet où il y a une mésentente, et de cela, on va essayer de trouver un moyen de sortie. On va essayer aussi de voir dans quelle mesure on peut tout simplement trouver une solution gagnant-gagnante pour les parties. Cependant, le pays où les individus qui ont développé les capacités pour faire agenouiller l'autre partie, eh bien, cette personne généralement va prendre l'issue de la guerre. Elle se présente sous différentes formes. La guerre est utilisée et est alimentée pour différentes raisons. On va essayer tout simplement de tranquillement trouver à travers quelques extraits de vidéos, de comprendre un peu pourquoi certains pays ont décidé d'aller vers la guerre plutôt que vers une manière de trouver des solutions. Donc, la guerre pour les personnes qui sont d'ascendance africaine, on sait pertinemment qu'il y a une autre guerre dont on ne veut pas parler nécessairement, mais c'est la guerre raciale qui a été menée par certaines personnes qui se disent être les enfants bénis et choisis de Dieu et qui ont décidé que certains peuples n'ont pas l'âme, n'ont pas la ressemblance du Dieu créateur et ont décidé que ces gens, pour toutes ces raisons, y compris les faussetés biologiques, on va les pourchasser, on va les assujettir aux traitements les plus inhumains et ces gens vont devoir tout simplement nous suivre comme des moutons. Et pendant des siècles, cette guerre a été menée et continue d'être menée et vous allez voir un extrait rapide de certaines vidéos qui ont été menées et qui continuent jusqu'à maintenant et dans ce siècle-là. Alors, studio. It's your own fault. Get your ass out and get a job. That's your fault. It ain't the white man's fault. But I thank you, and the state of Mississippi thanks you for letting me be here today. And white power! White power! White power! White power! White power! Woo! Yeah! Yeah, so strong. Au XIXe siècle, les scientifiques occidentaux entreprennent de séparer systématiquement les êtres humains en fonction de la race. Les scientifiques allemands sont alors les fers de lance du racisme scientifique. Cette idéologie plaçait les Africains au bas de la hiérarchie raciale et les Européens au sommet. Le système colonial de répression a facilité l'accès des anthropologues au corps des Africains pour mesurer, compter et analyser. Un exemple éloquent est celui du médecin
et anthropologue Eugène Fischer. Les théories d'Eugène Fischer sur la soi-disant pureté raciale ont été mises en pratique en Afrique. Elles ont ensuite été utilisées par les nazis pour légitimer le massacre de millions de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc vous voyez, ça c'est une vidéo qui vient d'être sortie, hein, et je vais faire une petite réflexion là-dessus, mais c'est pas dans cette émission-là, on va le faire un peu plus tard, où certaines personnes ont décidé maintenant de faire la guerre à certaines personnes qu'ils jugent n'être pas valables de vivre sur ce territoire, sur cette terre. Maintenant, il faut comprendre que les guerres, on le fait, ou les conflits, on les mène sur différents fronts. Donc, il y a les guerres ou les conflits internes, donc la guerre civile. Et en exemple, on pourra prendre la FARC de la Colombie. Et on voit que dans ce type de conflit interne, plusieurs facteurs peuvent les alimenter. Il y a le fait que ça peut venir de l'intérieur avec un groupe qui se sent dépossédé, qui ont des revendications et qui n'ont pas été écoutés par leur politique et à ce moment-là décident de faire la guerre contre leurs autorités. Et donc, on peut voir que ces couples-là peuvent être aussi alimentés par des forces externes. On l'a vu avec les talibans, comment ça s'est passé. Il y a aussi un type de conflit interétatique qui se fait entre États et c'est la guerre qu'on assiste maintenant avec l'Ukraine et la Russie. C'est la guerre qu'on a assistée avec les États-Unis et le Vietnam et plusieurs autres pays, l'Irak et ainsi de suite. La liste est très longue. Il y a aussi le type de conflit non étatique qui se passe entre groupes armés à l'intérieur d'un pays et ça peut par moments dépasser les frontières. Donc, ce qui fait que ces conflits-là pourraient essentiellement aussi être alimentés de l'intérieur à cause de frustration. Ça pourrait aussi avoir un élément ethnique, un élément socio-culturel et ainsi de suite et qui vont soit grandir avec le temps et faire des dégâts monumentaux en fonction de leur capacité d'avoir des armes, d'avoir des munitions à profusion. Donc, on peut parler de l'État islamique contre les Kurdes. On peut aussi parler des milices que nous voyons en Haïti qui font la guerre, malheureusement, parce que les deux parties ne sont pas nécessairement armées avec leur propre population. On a vu aussi avec le Sierra Leone, avec deux groupes armés qui se sont entretués et j'en passe. Les exemples pleuvent. Et en quatrième lieu, nous avons aussi des types de conflits internationalisés. Et à ce moment-là, c'est ce qui se passe, comme j'ai eu à le dire, avec l'Ukraine et la Russie. Donc, il y a certains pays qui ont des intérêts spécifiques, qui vont les alimenter, qui vont essayer de vendre aussi, parce que c'est un aspect qui est très commercial. On va en parler d'industrialisation de l'armement. Et lorsqu'on parle d'industrialisation de l'armement, ce que ça veut dire, ça enlève tout le côté humain de la chose. Donc, on voit que le commerce, on voit tout simplement une industrie qui se développe, une industrie qui apporte une certaine économie, une industrie qui est là, qui, en fait, va faire en sorte que des milliers de personnes vont perdre leur vie pour le bon vouloir de certains chefs d'État qui vont s'asseoir dans leur salon et qui ne seront inquiétés pour rien au monde parce qu'ils ont tout l'arsenal autour d'eux, tout un entourage qui les protège. Devinons qui paye de leur vie ces guerres-là. Eh bien, des enfants provenant de familles de classe moyenne ou des familles prolétariennes qui vont malheureusement, pour avoir une certaine essence socio-économique, vont accepter d'aller en guerre pour ces imbéciles-là qui s'assoient tranquillement chez eux et dont leurs enfants ne vont jamais connaître la guerre. On va écouter Macron là-dessus. Lorsqu'on parle d'industrialisation de l'armement. En juin 2022, à l'occasion du salon d'armement Eurosatory, Emmanuel Macron, le chef de l'État, n'a pas hésité à parler d'économie de guerre. Industriel, je t'en prie. Nous entrons dans une économie de guerre, ce qui est un changement pour beaucoup d'entre nous, soyons lucides, qui va nous obliger à investir davantage pour les États, à être plus exigeants avec les industriels pour ces derniers, à être encore plus innovants, plus rapides. Le conflit ukrainien a exposé les faiblesses occidentales en matière de production de munitions. Après la chute du mur de Berlin, la France a réduit de manière significative son outil industriel. Désormais, l'objectif est de remonter le niveau des stocks et encourager les industriels à produire plus et plus vite. Son usine de Bourges, Nexter KNDS fabrique les canons qui équiperont son propre système d'artillerie, le César.
L'entreprise, qui n'en produisait que 2 par mois avant la guerre, livre désormais 6 véhicules tous les 30 jours. En 2024, ce sera 8. Une montée en puissance rendue possible par des investissements prévus bien avant le conflit ukrainien. Donc, maintenant, quels sont les pays qui décident de développer tout cet arsenal d'armement et de budget d'ailleurs pour soit faire la grenouille qui veut se faire gros comme le bœuf ou tout simplement développer leur capacité de belligérant et à s'imposer internationalement. On va écouter cette vidéo pour mieux comprendre où on se situe par rapport à tout ça. Les États-Unis raflent la part du lion du marché de l'armement selon les chiffres dévoilés par l'Institut international de la recherche sur la paix. Les chercheurs basés à Stockholm concluent que l'année dernière, pour les 25 plus grosses entreprises du secteur, les ventes d'armes enregistrent une croissance de 8,5% et ces ventes représentent 361 milliards de dollars, soit près de 299 milliards d'euros. L'industrie américaine est de loin en tête. Les entreprises européennes sont dispersées entre plusieurs États membres de l'Union, mais si on les prend ensemble, l'Europe arrive en deuxième position, devant la Chine. En tant qu'État, la Chine est le deuxième plus gros vendeur d'armes de la planète. Pékin investit dans son armée depuis 2015 et les revenus de ses entreprises d'armement augmentent. La Russie, de son côté, a ralenti la modernisation de son armée et a eu moins de commandes l'année dernière. L'Institut suédois relève la présence du groupe français Dassault qui bondit de la 38e à la 17e place grâce aux exportations de ses Rafales en 2019. Et maintenant, qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit clairement qu'il y a certains pays qui décident qu'ils doivent développer nécessairement toute une culture de crime, toute une culture de guerre, et que c'est normal pour eux de développer ceci pour pouvoir mettre et imposer leurs desiderata sur des populations, sur des peuples qui eux-mêmes décident de vivre dans la paix et dans la capacité tout simplement de négocier leurs ressources naturelles et à vouloir travailler dans la paix et faire des alliances avec d'autres pays qui pourraient leur amener d'autres éléments en termes de capacité de développement socio-économique et j'en passe. Donc ces pays, ce qu'ils font, et c'est là que le bas blesse, ils vont développer tout leur arsenal, ils vont faire toute une petite équipe d'élite qui s'échangent des capitaux et des capacités et ils vont décider que certains peuples du monde ne devraient pas avoir la capacité de s'armer et ni se protéger. Et ces gens, ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser la section qu'on appelle de sécurité des Nations Unies. Ils vont imposer aux autres pays des règlements, des lois pour ne pas s'armer. Donc, ce qui veut dire que ces peuples-là, ces populations devraient être toujours vulnérables face à eux. Et donc, comme ça, ils peuvent, manu militari, décider que ce pays doit avoir une certaine démocratie. Ces pays doivent échanger leurs ressources naturelles ou ce qu'ils ont de plus précieux chez eux, selon ce que nous voulons, selon nos règles du marché, selon ce que nous désirons pour eux. Et donc, c'est pour cela que notre homme fort, et je vais vous laisser l'écouter, vous le connaissez, c'est plus nécessaire que je vous donne son nom et tout ça, vous l'avez vu et vous continuez de le voir, et il leur a rappelé clairement que, hey, écoutez, cette façon de faire là, on n'en veut pas. Et on va vous dire la vérité. Comme on dit chez nous, 4G contre Mantikaba. Donc ça veut dire qu'on va, les yeux dans les yeux là, se dire la vérité une bonne fois pour toutes parce que l'hypocrisie, on en a marre. Écoutons cet homme brave, inspirant et grand. Et on nous a toujours dit que l'Union européenne ne donne pas d'armes létales. Et ce qu'on donne en Ukraine, ce n'est pas des armes létales? Est-ce que la vie d'un Ukrainien vaut mieux que la vie d'un Sahélien? 2 poids, 2 mesures. Subitement, il y a la guerre en Ukraine, subitement, les armes létales sont autorisées. Et les Sahéliens qui sont morts par milliers, qui a ça sur la conscience de ne pas avoir fait ce qui est nécessaire, et de venir aujourd'hui accuser le Mali de dire oui, mais vous travaillez avec la Russie, vous ne travaillez pas avec moi, etc., vous me tournez le dos. Quelqu'un a posé la question, ancien partenaire, nouveau partenaire. Ça, je vais vous répondre, madame. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser ça, oui. Pourquoi laisser un ancien maître pour un nouveau? Mais ça, je crois qu'il faut même sortir de la décolonisation mentale. Parce que la Russie n'a colonisé aucun pays. Il ne faut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. On parle d'anciennes puissances coloniales qui ont des habitudes qui ne sont pas parties.
Maintenant, nous cherchons la sécurité pour notre pays. On va là où on trouve, puisque les Européens vous dites que vous ne donnez pas d'armes létales. Le Mali, c'est qu'on a avec la Russie, ce n'est pas des prêts, ce n'est pas des dons, on achète. Ils nous vendent. On est parti avec les Européens, avec les Américains, on dit qu'on achète, ils disent qu'ils ne vendent pas. Mais vous voulez que je lutte contre Al-Qaïda, l'État islamique, avec des bâtons? Alors voilà, donc eux, ils ont compris le jeu, ils ont compris pourquoi ces gens décident que certains pays ne devraient pas être armés, ils ont compris pourquoi ces gens font la manipulation et ces gens vont essayer par tous les moyens d'imposer leur volonté parce qu'ils savent que si ces autres pays commencent aussi à s'armer et à être aussi forts qu'eux, eh bien, tous ces jeux de manipulation, tous ces jeux nationalistes, toutes ces imbécilités qu'ils mettent sur les tables, eh bien, on va se dire, écoutez là, passons. Parce qu'une fois qu'on est jam devant ces gens-là, plus jamais ils vont continuer à vouloir nous imposer leurs quatre volontés. Et là, maintenant, comme vous savez que je fais toujours le pont parce qu'il faut bien comprendre les choses, dans nos pays, à ce que nous savons, on ne fabrique pas d'armes. Dans nos pays, à ce que nous savons, on essaie par tous les moyens de survivre parce qu'ils nous ont mis pendant fort longtemps, ainsi que nos imbéciles de bourgeoisie, d'élite, soi-disant intellectuels, qui cumulent des papiers, mais en termes de capacité, de caractère, ne peuvent pas vraiment se mettre debout en faveur de leur population. Et les politiques, mon Dieu, on n'en parle même pas. Hein? Donc, à cause de ces gens-là, ils en profitent pour faire ce qu'ils veulent de nous, de nos populations. Et donc, on assiste à ce débalancement social et international. Et si on ne fait rien, guess what? Nos populations vont continuer de vivre dans une pauvreté abjecte, subir les pires traitements à travers le monde et continuer de vivre comme des moins que rien. Et donc, ils savent tout ça. Et c'est pour ça qu'ils veulent à tout prix maintenir cette façon, ce débalancement au sein de la population internationale. Ils ont fait ça au Congo. Ils ont armé un groupe de vauriens pour justement traumatiser, terroriser leur population. Ils ont fait ça dans tellement de pays que je n'ose même plus citer. Et comme je l'ai toujours dit, on fera toujours le pont avec Haïti ou d'autres pays, et ça a été la même chose dans les Amériques du Sud, où ils ont, pour Chili, c'est ce qu'ils avaient fait, ils ont armé un groupe, ou si c'est pas des militaires qu'ils ont mis à leur solde, comme dans le cas d'Haïti, Chili, plusieurs autres pays de l'Amérique du Sud, où ils ont eu à les armer, à mettre des hauts gradés qui sont des membres de la CIA, de FBI ou j'en passe, eh bien ces gens-là étaient censés de toujours continuer à faire des coups d'État et à mettre en pleine déstabilisation continue et sempiternelle chez eux pour justement faciliter et s'assurer que ces pays-là, les pays de Yamnaya, entre autres les États-Unis, la France, l'Angleterre et bien d'autres pays et certains autres qui jouent derrière, qui essaient de se montrer gentils, conciliants et tout ça, mais on sait que ce sont des hypocrites et qui continuent de faire le sale boulot pour leurs cousins états-uniens. Alors, on retourne vers Haïti. Ce qu'ils ont fait, ils ont mis des imbéciles sur le terrain, des gens qu'ils alimentent en drogue, qu'ils alimentent en armement, qu'ils alimentent en tout ce que l'on peut imaginer pour faire la guerre contre leur propre population. Et cette guerre-là, comme j'ai eu à le faire dans une de mes vidéos, allez écouter ça, vous allez mieux comprendre, pour pouvoir leur faciliter le dépouillement de l'être haïtien dans toute son entièreté. On va suivre cette vidéo-là. We have 338 sniper rifles, 308s as well, very high caliber weapon used by a lot of militaries. Also a 308 belt-fed machine gun. It's older, but it's very functional and obviously a very potent weapon in the wrong hands. What looks like a high-caliber gun show is instead evidence seized by Homeland Security investigations in Miami. All of these intended to be shipped to Haiti. This is one of the most unique port of entries in the United States. Special Agent in Charge, Anthony Salisbury, taking NBC News on an exclusive, in-depth look at the colossal task to stop the gun smuggling. Is this a daily occurrence that you guys are finding weapons? It's a very regular occurrence. It sometimes daily, ebb and flow with it, but yeah, it wouldn't be uncommon to get daily weapon seizures coming out of Miami.
This is one of the weapons seized by U.S. authorities. It's a 50 cal Barrett anti-material rifle. This can shoot through walls, cinder block, and vehicles. If purchased legally in the U.S., it'll cost about $12,000. But once smuggled into Haiti, gang members will pay anywhere from $30,000 to $40,000 for it. It's estimated a large portion of those weapons are smuggled on freighter ships that depart from a 5-mile strip of the Miami River that also serves as a port of entry and exit to Haiti and the Caribbean. It's the last shipping mechanism like this in the United States. It's known as break bulk cargo, meaning it's not containerized, very informal shipping mechanism that utilizes to ship goods down to Haiti. Typically secondhand goods, and makes it very difficult for us to do our job in order to determine if any illicit weapons, money are transiting down to Haiti. A report released last March by the United Nations Office on Drugs and Crime finding the principal source of firearms and munition in Haiti is in the U.S. and in particular Florida. Last week, Florida Governor Ron DeSantis telling NBC News he wants the federal government to do more. In terms of what is going into the country from the United States, that's something that is the federal government's responsibility for that. Comme vous voyez, c'est une vidéo qui est très populaire sur les médias sociaux. Mais il y a une chose qu'on n'a pas montrée et je tenais absolument, et c'est une des raisons que j'ai passé cette vidéo-là, c'est parce que on a l'impression que les États-Unis font tout pour arrêter le flux des armes en Haïti. Et on sait pertinemment que c'est faux. Et j'espère que notre sœur qui a eu à faire cette vidéo par rapport aux armements lourds qu'on envoie comme ça en Haïti, comprend que les États-Unis ne font rien pour arrêter ce flux d'armes en Haïti. C'est bien le contraire de ce qui se passe. Et c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont mis tous ces gens-là à la tête du pays. On a eu tous les PHTK, les Martelly, les Jovenel Moïse. Maintenant, on avait eu l'Ariel Henry et là maintenant on a un gars là qu'ils ont carrément catapulté chez nous et qui ne fait que ce que son maître lui dicte de faire dans le pays. Et donc, ces gens-là qui sont là, y compris les soldats kenyans qui sont arrivés, les policiers kenyans, je sais pas qui ils sont là réellement parce que ça fait longtemps que j'essaie même plus d'y penser. Eh bien, ces gens-là qui sont là en train de dépenser de l'argent parce qu'à chaque fois qu'ils envoient des contingents étrangers dans un pays, eh bien, c'est ce pays-là qui est obligé de leur devoir de l'argent après. Donc, ça veut dire qu'ils ont hypothéqué le développement socio-économique du peuple haïtien, sachant qu'ils l'ont appauvri et qu'ils continuent de l'appauvrir et ils vont faire semblant avec tous leurs imbéciles de médias pour dire « Oh, Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère, nord, sud, je sais plus. » Et puis, pour eux, c'est une façon, je sais pas, de se valoriser, de se sentir mieux, de se sentir plus avancé en appauvrissant un peuple et en lui faisant croire, et ainsi qu'à leur population, que c'est le peuple le plus radin, le plus dégueulasse, le plus... Je sais pas. Qu'ils veulent vraiment nous faire passer. Et donc, la vidéo nous montre comme quoi que les États-Unis essaient par tous les moyens d'arrêter les personnes qui font ce commerce-là et l'importation des armes vers Haïti. Mais mon Dieu, si vous avez pu avoir et utiliser un drone pour aller cueillir des chefs d'État chez eux, dont Kadhafi ainsi que Ben Laden, qui n'était pas un chef d'État, bien entendu, et bien d'autres personnes, donc vous voulez me dire que vous ne pouvez pas, avec vos drones, entrer en Haïti, aller cueillir ces imbéciles que vous avez armés jusqu'aux dents pour terroriser la population. Donc, il y a différentes façons de voir la guerre. Et je veux absolument que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo comprennent très clairement que toutes ces armes-là, tout cet arsenal-là vient exclusivement et dans d'autres pays et surtout des États-Unis d'Amérique. Donc, leur hypocrisie là de faire semblant, ils ont fait la même chose. L'hypocrite comme quoi ils sont en train de combattre les narcotrafiquants, sachant pertinemment que beaucoup de ces gens-là travaillent pour eux. Il y a au moins 3 choses dans ce bas monde depuis fin du siècle passé qui mènent et qui continuent de mener les guerres. C'est les politiques, c'est le fait de prendre les ressources naturelles des autres pays et c'est les drogues et l'armement. C'est ça qui alimente et qui continue d'alimenter les guerres que nous voyons, surtout dans les pays actuellement, et qui sont maintenus par des bras de fer et de certains pays que vous savez déjà. Alors, si on ne fait rien, on va continuer à assister à des guerres qui se développent
développe, entre autres, par l'enrichissement. Donc, je l'ai dit, enrichissement de certains pays, de certaines compagnies, de certaines familles. Donc, l'enrichissement industriel, comme ils disent, par du lobbying. Ça passe par le lobbying où ils vont manipuler l'esprit de certains pays, de leur propre pays. Ils vont jouer sur le fait d'être nationalistes. Et on a compris que ces gens, la manière qu'ils fonctionnent, c'est qu'ils vont faire croire à leur population qu'on est menacé, que nos vies sont menacées et que si on fait rien, eh bien, ces gens vont venir, ils vont nous déposséder, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Donc, alimenter cette peur-là et les gens vont leur donner l'absolution pour aller faire des guerres ailleurs. Donc, ils vont tuer des enfants, ils vont violer des femmes et maintenant des hommes, ils vont foutre la pagaille partout où ils sont et qu'elle soit, ils vont rester chez eux comme si de rien n'était. Et donc, nous, on aime Dieu, on aime ceci, on aime cela, mais ces pays-là, ces gens, pour eux, dans leur esprit, méritent de ne pas pouvoir vivre dans la paix. Autre chose qui va influencer ces guerres que nous voyons, c'est la rarification des ressources, parce que plus qu'ils en dépossèdent des gens pour en prendre possession, et bien plus qu'il va y avoir des gens qui vont en avoir besoin. Et ils commencent déjà à nous faire peur, il manque de l'eau, il va pas y avoir dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura pas assez d'eau sur la planète. Que des conneries. Et quand c'est pas ça, on est minoritaire sur cette terre, donc on va nous disparaître, qu'on sera plus là et alimenter des peurs pour faire justement avancer leur sale objectif qui est la guerre et le contrôle de toutes les ressources du monde autant qu'ils peuvent. Donc il va y avoir aussi le climat et les réfugiés. Donc on assiste déjà aux réfugiés internes. Donc il y a des déplacements à l'intérieur même du pays et les pays entre autres qui ont vécu ça, le Congo, le Rwanda, Haïti et plusieurs autres pays qui continuent. Le Rwanda, Dieu merci pour eux, ils ont pu trouver une balance, même si on a énormément de choses à reprocher au président actuel du Rwanda, mais on sait qu'ils ont pu arriver en faisant des politiques et des négociations qui demandent énormément une compréhension sur les choses et les choix politiques, mais au moins ils ont pu assurer une stabilité actuelle dans leur pays. Et il y a la guerre qui va être basée sur l'identité. On assiste déjà à cela. Donc on voit les États-Unis, on voit l'Europe qui se déchaîne avec tout l'aspect identitaire ou les ultra-conservateurs. Moi, j'aime bien les appeler les pires racistes qui existent au monde, vont continuer à se mettre ensemble pour justement commencer à embêter le reste de la population qui ne ressemble pas à eux. Et éventuellement la guerre médiatique que l'on voit et on le vit, on l'a vécu avec la guerre du Vietnam, avec les États-Unis. C'est là qu'il fallait voir les journalistes de l'époque qui alimentaient toutes sortes de méchanceté, de médisance sur les Vietcong. Moi, je dis que c'est la première fois qu'on a assisté à ça, mais dans ce monde actuel. Mais en Haïti, ce fut la même chose. Ils se sont rouillés sur Haïti lorsque nos ancêtres ont créé l'empire d'Haïti dans cette sphère-là. Alors, ils ont commencé par dire que c'est cannibale, ces gens mangeaient les gens vivants, toute une réclame, toute une advertising, le mot ne me vient pas en français, ils ont fait contre le peuple noir, ce peuple djougan qui s'est levé et qui a dit plus jamais l'esclavage sur cette planète. Et donc, ils ont mené toute une propagande contre ce peuple pour dire que ce sont des cannibales, ce sont des mangeurs d'hommes, ce sont des pires individus que la terre est portée. Donc c'est ce qu'ils ont fait aussi et c'est ce que nous voyons avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Alors voilà, donc va falloir vraiment qu'on s'y mette, va falloir vraiment que tous les peuples du monde s'informent, comprennent les raisons pour lesquelles ces gens-là entretiennent la guerre. Ils n'ont rien à cirer de la vie de vos enfants. Ils n'ont rien à cirer de vraiment d'une conviction réellement attaquée. Ils ne font qu'alimenter ces choses-là, aller chercher des sentiments, des émotions au sein de leur population pour pouvoir aller en toute quiétude emmerder, embêter certaines populations qui veulent vivre dans la dignité, dans la paix. Alors, va falloir réellement que nous mettions en marche l'irénologie qui est une science qui cherche à faire la paix.
Donc, qu'on va chercher des personnes qui veulent réellement la paix, qu'on les mette ensemble pour trouver la paix, pour trouver des moyens de négociation, pour trouver des moyens qui nous unissent, des moyens qui nous permettent de travailler ensemble, des moyens pour trouver des solutions gagnantes parce que on en a, les possibilités sont là. Il suffit que ces gens-là décident aussi de se mettre debout, que c'est nos politiques, que nos intellectuels, que toutes les populations se mettent debout pour dire non. Écoutez, nous sommes des êtres humains qui méritent de vivre dans la paix, en toute quiétude chez nous, sans pour autant vouloir reprendre les mers, mourir comme des chiens et laisser nos corps comme ça à la dérive parce que on nous a enlevé notre dignité d'être humain. Donc pour ce faire, il va falloir qu'on travaille ensemble parce que ces gens-là, je vais vous dire très sincèrement, ils utilisent la couleur quand ça leur plaît, ils utilisent la culture quand ça leur plaît, ils utilisent tous les éléments qui pourraient, entre autres, faire en sorte que la diversité devienne notre force, mais malheureusement, ils l'utilisent à ce que tous ces éléments-là deviennent le contraire de ce que l'univers a voulu dessiner chez l'être humain. Alors voilà, j'espère que vous avez compris. J'espère qu'on va continuer de nous mettre debout. Ensemble, on va trouver la paix. Ensemble, on va trouver l'équilibre qui est vraiment, vraiment souhaité et nécessaire, voire impératif pour le devenir de cette planète et de tous les humains qui y habitent. Sur ce, je vous dis tous, Kembe Djam Balagé, bisous, beaucoup de câlins et à la prochaine émission. À bientôt. Ciao.